avec nos protéines. Ce DNA va se transcrire en RNA messager, mRNA, passer la barrière nucléaire, rentrer dans le cytoplasme, et là, se mettre en face de ce qu'on appelle des ribosomes, et ça va donner lieu à la synthèse de protéines, qui sont les éléments principaux qui nous constituent. Alors, important de bien distinguer le DNA dans le noyau, le RNA qui ensuite se retrouve dans le cytoplasme. Il est important de voir que les virus utilisent cette machinerie cellulaire pour se répliquer, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans la cellule et faire en sorte que leur acide nucléique s'incorpore à cette machinerie pour se répliquer. L'entrée maintenant du coronavirus dans une cellule, vous voyez ici le schéma que vous connaissez tous du SARS-CoV-2, le virus de la COVID-19, dans lequel il y a l'ARN, dans le génome qui est là. Vous avez une enveloppe qui est une enveloppe lipidique qui est importante parce que c'est ce qui fait que le gel hydroalcoolique et le savon est efficace. Le virus ne survit pas à ça parce que son enveloppe est détruite. Et puis, on a différentes protéines et on a la fameuse protéine spike, qu'on appelle spicule en français, qui est finalement, on va voir, la clé que le virus va utiliser pour rentrer dans la cellule avec la serrure. Eh bien, cette spicule, quand on la met en éclaté en plus grand, c'est une protéine ici en vert qui a un domaine ici qui s'appelle le receptor binding domain, qui est le domaine de liaison du récepteur, et il va aller finalement s'accoler avec un récepteur qu'on appelle le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ACE2 pour être celui-là. Et donc, ce virus agit avec cette spike protéine comme une clé qui rentre dans la serrure qui est le récepteur ACE2. Donc voilà comment ça marche. Quelques éléments pour montrer comment se passe l'infection à Covid. Dans les premières phases, vous le voyez, eh bien, il y a à côté du récepteur ACE2 une protéine qu'on appelle une sérine protéase transmembranaire qui va aller cliver le récepteur ACE2 et ça permet à la clé donc, de la spike protéine de rentrer dans le récepteur ACE2. Et c'est comme cela que le virus va se frayer un chemin à travers la membrane cytoplasmique et rentrer dans la cellule. Quand il rentre dans la cellule, il va activer son ARN, qui devient ARN messager, et la cellule va utiliser cet ARN messager pour reproduire le virus, toutes les protéines qui vont se réassembler, et c'est comme cela que le virus se réplique. Maintenant, au niveau des cellules alvéolaires dans le poumon, des cellules épithéliales bronchiques, et aussi des cellules vasculaires, le virus, quand il arrive, il va créer une inflammation, première chose, et c'est ce qui va entraîner le départ des troubles respiratoires qui est là, et puis on voit le début de la séquence immunologique qu'on va revoir tout de suite, où les cellules de l'immunité commencent à arriver pour défendre l'organisme contre cet étranger. Dans la dernière phase, quand le malade ne va pas bien, ce qu'il se passe, c'est que cette inflammation va produire ce qu'on appelle des membranialines, c'est-à-dire finalement des dépôts membraneux qui vont empêcher les échanges gazeux entre l'alvéole qui est ici, qui contient l'oxygène et le gaz carbonique, et puis les vaisseaux capillaires qui sont là, et les échanges ne vont plus pouvoir se faire. Ça veut dire que l'oxygénation du patient est compromise, et c'est pour ça que lorsqu'on est à ce stade, on a des patients qui nécessitent des réanimations ventilatoires importantes. Et dans cette phase, on a une aggravation de l'inflammation, on appelle ça l'orage cytokinique, qui fait que tout ça va s'amplifier, et donc le poumon, finalement, va devenir non fonctionnel, et c'est ce qui explique les difficultés respiratoires de ces patients. Maintenant, en parlant de l'immunisation contre le virus est un agent étranger pour nous, ça s'appelle un antigène en immunologie, et quand on a un virus qui est ici, il va rencontrer pour la première fois cette CPA qui est une cellule présentatrice d'antigènes. Et donc le virus va rentrer à l'intérieur et cette cellule va l'afficher, l'exprimer à l'extérieur, et il va rencontrer les premières cellules de l'immunité actives, les lymphocytes T helper, facilitants, qu'on appelle les CD4, et ça va permettre d'activer une autre série de lymphocytes, qui sont des lymphocytes B, qui vont produire des anticorps qu'on trouve ici,
Et ces anticorps sont des molécules chimiques qui vont reconnaître le virus et qui vont aider à sa destruction. Ces lymphocytes B sont ensuite activés à ce qu'on appelle les plasmocytes, qui sont les cellules qui fabriquent les anticorps. Et très important, viendra ensuite la fabrication de lymphocytes B mémoire, qui veut dire que quand on va revoir le virus après coup, eh bien l'organisme va se souvenir et la réponse anticorps sera beaucoup plus rapide et efficace rapidement. Alors, on ne parle pas à ce stade de l'immunité cellulaire, qu'on verra plus tard. Et voyons maintenant le principe des vaccins Covid-19 avec les différents types qui existent. Le principe du vaccin, c'est de permettre au système immunitaire de déclencher une réponse immune spécifique contre le virus, le SARS-CoV-2, et de le neutraliser avant le développement de la maladie Covid-19 ou bien d'en atténuer les effets. Pour les raisons qu'on a vues, la majorité des vaccins ciblent la protéine Spike du virus puisque c'est la clé d'entrée dans la cellule et que si on arrive à neutraliser cette clé, eh bien le virus ne pourra plus rentrer dans la cellule, il ne pourra plus se reproduire chez le patient. Ceci a pour but donc de déclencher des anticorps contre cette protéine qui permet de protéger contre l'infection. Au départ, il y a un an, c'était une hypothèse basée sur l'expérience antérieure avec d'autres coronavirus, on va en parler. Et cette hypothèse a été vérifiée avec les vaccins qui ont été développés au-delà de la phase 3. On va voir ce que ça veut dire. Alors, voilà un schéma qui vient de Alnou et collaborateurs dans Biochimie, une revue française en novembre 2020, c'est récent, qui montre que les vaccins classiques sont des vaccins qui prennent le virus. On voit le schéma avec la spike protéine, l'enveloppe, l'ARNA, et il va inactiver ce virus par des méthodes chimiques pour que le virus soit reconnu comme étranger, mais ne soit plus contaminant. Donc ça, c'est une façon de faire. On prend le virus, on le cultive, on l'inactive et on va l'injecter avec des adjuvants pour que l'organisme apprenne à se défendre sans infection. C'est pareil pour la grippe. Deuxième chose dans ces vaccins classiques, on peut prendre une partie du virus, une protéine, qu'on va fabriquer in vitro, on appelle protéine recombinante, c'est-à-dire qu'on fait des cultures de cellules et on fait fabriquer la protéine qu'on souhaite. Ici, la spike protéine, et on va mettre un adjuvant et on peut injecter cette protéine et ça fait un vaccin. Maintenant, donc ici, on sait qu'on a le vaccin Sanofi, c'est ce type-là, il est en attente, mais c'est ça. Et aussi, on a maintenant beaucoup plus connu le vaccin à vecteur viral. Et donc, vous voyez que c'est AstraZeneca, mais aussi Johnson & Johnson et Janssen, le Merck Institut Pasteur, c'est celui-là. Et puis, on en parle beaucoup, peut-être un jour ou l'autre en France, le Sputnik, le vaccin russe. Ce sont des vaccins à vecteur viral. On va revoir tout à l'heure ce que ça veut dire. Ils prennent un virus inoffensif et ils mettent à l'intérieur un acide nucléique pour vacciner les patients. Et puis, alors, ce sont les premiers vaccins qui ont été disponibles en France, Pfizer et BioNTech et Moderna. Ce sont des virus à ARN messager et on va voir tout de suite un peu plus en détail ce que ça veut dire. Alors déjà, une question qui est très importante qu'on se pose tous, mais au fond, comment se fait-il qu'on ait pu aller aussi vite alors qu'il fallait 15 ans pour développer un vaccin et que maintenant on est arrivé à le faire en un an? Eh bien, ce qui est important de voir, c'est d'abord rappeler les phases réglementaires obligatoires dans les pays développés comme la France, le Royaume-Uni, les États-Unis. On a des phases. La phase 1, c'est la phase qui évalue la sécurité, la tolérance et un petit peu l'immunogénicité, c'est-à-dire la fabrication d'anticorps. Est-ce que le vaccin est bien toléré? Est-ce qu'il est efficace avec une production d'anticorps? C'est donc la première administration chez l'homme. Et là, on a quelques dizaines de patients. Ensuite, quand ça marche et qu'on a passé ce cap, on passe à la phase 2, où on va aller plus loin sur la sécurité. C'est la tolérance de la formulation finale qui est finie à cette phase. Et on va avoir une dose, efficacité, on va tester plusieurs schémas de vaccination pour voir celui qui est le plus efficace. Ça permettra de définir la dose et le calendrier. Et là, on a des centaines de patients. Vient alors la phase 3, où on va pouvoir appliquer ce schéma pour vérifier l'efficacité, la protection en situation réelle et la sécurité, la tolérance. Et ça permet des études à grande échelle avec un groupe témoin. Et donc, il faut bien penser que comme c'est un vaccin nouveau, eh bien, d'un côté, on a des patients qui vont recevoir le vaccin et d'autres
ils vont recevoir un placebo. Et on pourra donc comparer les deux. Et là, on a des milliers, voire des dizaines de milliers de patients. Puis la phase 4, c'est celle qui est en cours pour les 3 vaccins utilisés en France, c'est la pharmacoépidémiologie, où on va noter finalement les effets secondaires des vaccins et la protection. Et c'est des études qu'on appelle post-autorisation de mise sur le marché qui intervient après la phase 3. Et là, aujourd'hui, vous le voyez, on est en millions. Donc, voilà. Ce qui est important de voir pour les vaccins Covid à ARNM, c'est, on va rentrer maintenant un peu plus dans le détail avec une vidéo que vous allez regarder. Voilà. Gilles, Marivonne, on n'entend pas le son de la vidéo sur YouTube. Donc, en fait, la solution, c'est de la mettre sur le site pour qu'ensuite les gens puissent aller la voir en direct. Il aurait fallu configurer votre machine pour que vous puissiez émettre le son sur Zoom. Désolé. Voilà. Ah, là, il faut que je... Arrête, arrête. Si je fais ça... Bah, ça y est, j'ai tout coupé. On vous entend bien, Gilles et Marie. Ça y est, on nous entend? Ça y est, Oui, non oui. mais on repart, excusez-nous, voilà. Non, Est-ce non, que vous pas de avez problème. Est-ce que vous avez la diapo là? Oui, Parfait, merci. C'est bon, excusez-nous de ce gars. Alors ici, voilà le calendrier de développement des premiers vaccins à RNA. Le 31 décembre 2019, déclaration de l'OMS de la survenue d'une épidémie de pneumonie d'allure virale d'étiologie inconnue. Le 11 janvier, la séquence complète est publiée par les autorités chinoises. Le 16 mars, le démarrage du premier essai clinique Moderna vaccin à ARN messager dont on va reparler. En juillet 2020, le début des essais de phase 3. Les premiers résultats d'efficacité apparaissent le 9 novembre 2020. Le 2 décembre, l'autorisation est prononcée par l'autorisation de réglementation anglaise de la MHRA et le début de la vaccination au Royaume-Uni commence le 8 décembre. Alors la question que tout le monde se pose, mais comment ça se fait qu'on ait pu aller si vite? Alors le délai effectivement a été absolument, exceptionnellement très très court, mais ce qui est important, c'est qu'il est conforme aux réglementations en vigueur. Ça, c'est très important. Alors pourquoi? Parce que les progrès scientifiques en immunologie et virologie, comme le séquençage du coronavirus publié dès janvier, a beaucoup aidé. Pour mémoire, Moderna donc, avait
la séquence le 11 janvier, le 13 janvier, le RNA et sa composition pour le vaccin étaient déterminés. 2 jours pour ça, donc avec des progrès antérieurs. Ça a bénéficié beaucoup de recherches et de technologies qui ont été développées antérieurement pour d'autres vaccins en préparation d'une maladie virale émergente, comme l'identification de la protéine S, on la retrouve là, la protéine SPAC, comme antigène cible lors des épidémies précédentes d'autres coronavirus. Il y a eu le SARS-CoV, qu'on peut appeler SARS-CoV-1 maintenant en 2003. Il y a le MERS-CoV pour Moyen-Orient, Middle East en 2012. Il y a eu une exceptionnelle mobilisation des équipes de recherche et des États avec un financement incroyable de milliards de dollars et d'euros. Il y a eu une anticipation absolument exceptionnelle des industriels et des États pour le développement industriel de la production, une mobilisation des volontaires pour réaliser les essais cliniques très rapidement. Et surtout, j'insiste là-dessus parce que j'ai connu ça dans ma mission quand j'étais à Bruxelles, à la commission, enfin, on travaille avec la Commission européenne, une collaboration absolument efficace entre la recherche, l'industrie et les autorités réglementaires. Ce qui veut dire que quand des données étaient prêtes, eh bien, au lieu d'attendre 3 semaines, 1 mois, comme d'habitude pour une réunion, elle était le lendemain matin. Donc ça a été compté beaucoup. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, les virus qui sont utilisés en France et dans les autres États avec ces autorisations sont absolument totalement conformes aux vaccins, pardonnez-moi, conformes aux réglementations en vigueur. Alors voici les données publiées d'efficacité pour les vaccins ARN, Pollack, donc le New England Journal of Medicine, 10 décembre 2020, et puis pour Moderna le 30 décembre. Et vous voyez que les populations étudiées, c'est 2 fois 18 000 patients pour l'un, 2 fois 14 000, donc c'est des nombres énormes. Et l'efficacité a été montrée pour le Pfizer avec le fait que les cas de Covid-19 symptomatiques, il y en a eu 8 chez les vaccinés contre 162 chez les non-vaccinés avec le placebo. Efficacité 95%. C'est de même ordre de grandeur avec Moderna, vous voyez, 11 cas symptomatiques chez le groupe vaccin et 185 chez le groupe placebo, efficacité 94%. Ce qui est très important pour ces 2 vaccins, ces 2 publications le montrent bien, il n'y a pas de variation d'efficacité avec l'âge. Ils ont pris des populations jusqu'à très tard dans la vie, donc ils ont ces données, le sexe et les problèmes médicaux sous-jacents. Ils avaient bien des hypertendus, des diabétiques, etc., des obèses et tout. Le vaccin est efficace malgré ces comorbidités. Voilà une présentation graphique de l'efficacité de Pfizer. C'est pareil pour Moderna. Vous voyez qu'en bleu, vous avez les cas finalement de Covid déclarés qui arrivent alors que la vaccination est là. Et vous voyez que l'éclaté ici montre ce qui se passe avec le bleu, c'est le placebo, et le rouge, c'est le vaccin. Et vous voyez que la rupture, elle est à J12, c'est-à-dire que l'efficacité vaccinale, avec une absence de nouveaux cas de vaccin, apparaît à partir du 12e jour après la première dose. Vous voyez que c'est vraiment spectaculaire. Les vaccinés n'ont plus de vaccin après les 12 premiers jours, alors que les autres, évidemment, continuent à se contaminer. J'ai rajouté ça cet après-midi, ça vient de paraître là récemment. C'est juste la démonstration qu'avec le vaccin, ici c'est Moderna, mais c'est pareil avec les vaccins RNA, eh bien les anticorps que vous voyez ici, qui apparaissent au 7e, et ils ont été jusqu'à 4 mois, eh bien les mêmes taux d'anticorps et la même stabilité s'observent à 18-55 ans, à 56-70 et au-delà de 70 ans. Donc c'est des vaccins pour lesquels les anticorps vont durer le même temps, le même niveau, quel que soit l'âge des patients vaccinés, ce qui est un point très important. Alors, les données de sécurité, bon, vous savez vraiment ça, c'est les mêmes publications. Il y a une réaction qui est plus fréquente chez les vaccinés par rapport au placebo. Il y a principalement une douleur au point d'injection. Et puis, sur le plan général, un peu de fatigue, maux de tête, douleur musculaire, frisson, fièvre. Le plus souvent léger, modéré, et plus fréquent après la 2e dose et plus fréquent chez les plus jeunes. Il y a quand même 30%. Et puis, il y a quelques effets indésirables graves, dont aucun n'a vraiment été associé au vaccin. Et vous voyez que leur fréquence n'est pas supérieure chez les vaccinés, 0,6% par rapport au placebo, 0,5%, et c'est pareil pour Moderna. Et c'est important de voir que ces études vont se poursuivre 2 ans, c'est-à-dire que ces patients vaccinés et placebo vont être suivis pendant 2 ans par ces entreprises. Ça, c'est un graphique qui montre
les colonnes de gauche, c'est les placebos, première, deuxième injection. Les deux colonnes de droite, c'est première injection du vaccin, deuxième injection du vaccin. Et vous voyez ici, les réactions locales, c'est la douleur. Et vous voyez que la plupart sont des douleurs modérées en gris et que les réactions graves sont très rares. C'est la même chose pour les réactions générales avec la rougeur, etc. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients? Et là, j'ai pris quelqu'un qui est cité pour être peut-être prix Nobel l'an prochain, Norbert Pardy, qui travaille à Pittsburgh et qui a fait une revue sur tout ça. Et il montre bien que les avantages, c'est d'abord la sécurité. Un vaccin à ARN messager, ça ne comporte aucun risque infectieux. La synthèse de l'ARN est faite en laboratoire sans aucune manipulation de virus à aucun moment. Vous l'avez entendu dans le film, aucun risque de mutagénèse. L'ARN vaccinal n'est pas intégrable dans le génome des cellules, donc ça ne peut pas arriver. Deuxième avantage, l'efficacité. La protéinase produite dans nos cellules de façon naturelle induit une réponse immunitaire complète, c'est-à-dire une réponse anticorps comme on l'a vu, mais aussi une réponse qu'on appelle d'immunité cellulaire avec des lymphocytes T. Et c'est une double défense que produisent ces vaccins qu'on appelle humoral, anticorps et cellulaire lymphocytes T. Et puis, les vaccins inactivés aux immunités, c'est important, ils induisent une réponse immunitaire, comme le vaccin de Sanofi attendu, mais uniquement de type anticorps et pas cellulaire. Donc, c'est des armes de moindre portée pour les virus, pour ce virus. La production est facile, le vaccin est très facile et rapide à concevoir, même si quand on multiplie par 10 ou 15 ou 20 les productions, c'est difficile, mais en tout cas, c'est plus facile que les autres. L'inconvénient, vous le connaissez, c'est la nécessité de conserver à très basse température. Maintenant, un mot sur un vaccin qui arrive, qui est le vaccin AstraZeneca, qui sont les vaccins vectorisés. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'utiliser des virus inoffensifs pour l'homme, comme l'adénovirus, qui est un des virus du rhume, et on va y insérer l'ARN ou de l'ADN de la protéinase du SARS-CoV, du virus du Covid, dans le génome du vecteur. Et ça veut dire que l'expression de l'antigène dans le cadre d'une infection virale permettant une forte stimulation de l'immunité innée, qui est un autre type d'immunité, et qui est nécessaire à l'induction d'une réponse immunitaire humorale et cellulaire, on dit qu'on a un adjuvant intrinsèque. Autrement dit, on utilise un double mécanisme, un virus inoffensif qui va stimuler ce qu'on appelle l'immunité innée, et qui va stimuler un peu plus l'immunité humorale et cellulaire. Donc, on augmente les chances de défense de l'organisme avec ce type de vaccin. Les avantages, c'est que c'est en développement depuis les années 80. C'est utilisé chez l'animal et chez l'homme dans les thérapies géniques. Donc, dans mes fonctions, il y a quelques années, j'étais directeur de l'établissement français du sang à Nantes et j'ai contribué à créer l'unité de thérapie génique qui s'appelle Atlantique Biothérapie, qui produit, par exemple, avec cette technique, une thérapie pour lutter contre une forme de cécité qu'on appelle l'amérose de Libère. Donc, c'est une technique qu'on maîtrise très bien. Ça a été utilisé aussi pour Ebola. Ça permet la construction très rapide de nouveaux candidats vaccins. Et l'avantage, ça se conserve à 4 degrés. Alors, les données d'efficacité et de sécurité viennent de publication qui est apparue dans Lancet le 9 janvier 2021, donc c'est récent. Le vecteur utilisé par AstraZeneca, c'est un adénovirus du chimpanzé. Il n'est pas réplicatif, c'est qu'il ne va pas se repliquer dans la cellule. Et l'étude a fait appel à un peu plus de 23 000 participants qui ont reçu 2 doses intramusculaires. Et comme cette étude, en fait, elle est le mix ou l'association de 4 essais cliniques, il y avait différents schémas de vaccination. Au Royaume-Uni, il y a des patients qui ont reçu une demi-dose suivie d'une dose complète, alors qu'au Brésil, il y a une deuxième étude au Royaume-Uni, il y avait 2 doses complètes. Donc, il y a donc des schémas différents. Et l'efficacité a été analysée sur 11 636 participants. Ça s'appelle une analyse intérimaire au 4 novembre. Et donc, 131 cas de Covid ont été confirmés. Et ça donne une protection combinée du vaccin de 70%, avec une meilleure protection avec le schéma demi-dose pour la première, dose complète pour la deuxième. Et ça donne 90%. Alors qu'avec les doses complètes, une dose complète plus une dose, on a 62%. La différence entre ces deux, ou le mécanisme d'explication de cette différence n'est pas connu à ce stade. On a plein d'hypothèses, mais on ne sait pas très bien. On a des hypothèses, mais pas encore de choses prouvées scientifiquement. Sur le plan sécurité, les données sont très similaires à celles des vaccins ARN, avec les mêmes choses pour ce type de vaccin.
voilà le schéma qui ressemble à celui que je vous ai montré pour Moderna. On voit très bien donc les vaccinés en rouge et les placebos en bleu qui, évidemment, continuent à faire des cas de Covid. Alors, il y a des questions résiduelles à porter avec ces vaccins. Le vaccin sera-t-il efficace sur le portage et la transmission? Vous voyez cette question tous les jours dans les journaux. On n'a pas encore de réponse certaine. La sécurité à moyen et long terme, à ce jour, les données sont rassurantes, évidemment, mais il faudra aller plus loin pour être sûr. Les durées de la protection à moyen et long terme, faudra-t-il une revaccination? C'est une question qui est très importante qui va se poser dans les mois qui viennent et qui n'a pas encore de réponse formelle. La vaccination des personnes préalablement affectées, donc il y en a eu quelques-uns qui étaient dans ces études. Et puis surtout, on en parle beaucoup actuellement, les défis liés aux mutations du SARS-CoV-2. Alors aujourd'hui, il y a eu plus de 10 000 mutations décrites, donc on a beaucoup, c'est un phénomène naturel de tous les virus, qui ont des effets sur la fixation du virus, et vous l'avez compris, le virus est une forme de serrurier qui devient de plus en plus habile, et en mutant, il a amélioré sa clé pour rentrer dans la serrure du récepteur ACE2, et c'est ce qui fait qu'il est plus contagieux avec le variant britannique. L'impact sur la sensibilité des tests PCR, donc vous voyez qu'on parle aujourd'hui du multiplex et tout ça pour essayer de dépister ces variants aussi. L'impact sur l'efficacité vaccinale, on sait aujourd'hui, ce n'est pas encore publié, mais des éléments de preuve pour être sûr que les vaccins ARN messagers Pfizer et Moderna sont efficaces, mais pour le reste, c'est encore en cours d'examen. Et puis, bien sûr, vous l'avez tous vu, ça compte beaucoup pour le franchissement des barrières interespèces. On a beaucoup parlé du vison au Danemark, aux Pays-Bas. Eh bien, c'est grâce à ce type de mutation que le virus a passé chez ce type d'espèce animale. Alors, la conclusion, ce n'est pas tellement les photos, mais c'est qu'en l'état actuel des connaissances, la vaccination est efficace et sûre. C'est aussi un moyen de protéger les autres. On a un peu honte de vous montrer ça parce que nous sommes encore professionnels de santé en activité. C'est pour ça qu'on a été vaccinés. Comme vous le savez, on a plus de 50 ans. Et dès que ça sera disponible, notre message, c'est sûr, faites-le au moins pour les autres. Alors, quelques mots pour vous faire rêver et terminer sur le futur des vaccins à ARN. Eh bien, ce qui arrive et qui est en préparation depuis des années, c'est une vaccination personnalisée anti-cancer qui utilise ce type de technologie. Bon, c'est le fruit de recherches actives depuis les années 90. Aujourd'hui, on est capable de séquencer non seulement des virus, mais de séquencer des mutations dans les cellules cancéreuses. Donc, on va prendre le génome des cellules cancéreuses et identifier des mutations de la tumeur d'un patient. Et l'ensemble de ces mutations s'appelle le mutanome. Et ça a permis à ces chercheurs qui ont travaillé beaucoup là-dessus de concevoir des vaccins contre ces antigènes qu'on appelle des néoépitopes spécifiques du cancer d'un patient. Et donc, ça permet de se dire qu'on peut injecter cet ARN messager dans la cellule présentatrice d'antigènes ex vivo, on la prélève chez le patient, on injecte ex vivo et on va les réinjecter au patient. Alors, de nombreux essais ont été faits chez l'animal, ont montré l'efficacité et la preuve du concept a été établie chez l'homme avec 13 patients atteints de mélanome métastatique, avec 5 collaborateurs dans Nature en 2017. Et aujourd'hui, je vais vous le montrer en passant rapidement, il y a des études en cours avec la leucémie myéloblastique, le mésothéliome, le glioblastome, le carcinome rénal, le cancer du pancréas, le mélanome, le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer de la prostate. Et ça veut dire qu'on a un espoir que ces vaccins ARN vont pouvoir aller bien plus loin que le virus. Ils vont aussi, plus tard, peut-être nous guérir du cancer. Merci beaucoup pour votre attention. Et bien sûr, on est prêt à répondre à vos questions qui vont être relayées par Olivier Versoir. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très dense et véritablement passionnant. Passionnant pour, je dirais, des néophytes ou des béotiens comme moi et certainement également très intéressant pour peut-être des médecins ou des personnes qui ont des connaissances scientifiques dans le public. Alors, je vais essayer effectivement de vous communiquer autant que je vais pouvoir les questions qui se posent. J'avoue que je ne parviens pas véritablement à prendre connaissance des questions. Ah si, j'en vois une. Je vois une question qui nous est posée par Yves
qui demande si les réactions mineures sont plus fréquentes lors de la deuxième injection des vaccins à ARN messager. Donc, réactions mineures plus fréquentes lors de la première ou lors de la deuxième injection? Lors de la deuxième injection, lors de la première injection, il peut y avoir une douleur au point d'injection et peut-être une douleur au niveau du bras, mais vraiment pratiquement rien. Lors de la seconde injection, il y a un peu plus de 30% des personnes qui n'ont rien. Nous, on a eu effectivement les 2 injections, on n'a strictement rien eu, et pas mal de nos collègues aussi. Et les effets secondaires de la seconde dose arrivent surtout chez les jeunes avec un syndrome grippal et qui peut durer 1 jour ou 2, c'est-à-dire fièvre, douleur, sensation de mal-être, etc. Voilà. Mais c'est à la deuxième injection. À la première injection, il n'y a pratiquement rien. Et moi, je vous rassure, on a reçu les 2. Effectivement, on est un peu plus âgé, c'est peut-être pour ça on n'a rien eu, même avec la seconde dose. Merci beaucoup. Autre question qui a été posée. Pourquoi est-ce que les labos nantais, je pense que la question porte en particulier sur Valneva, voilà. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu fournir la France? Alors, question administrative, hein, probablement plus que médicale, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu fournir la France? Parce que ce sont les Britanniques qui ont financé en premier et qui ont passé commande, qu'on soit clair. Et puis, effectivement, Valneva... Ah voilà, ça y est, on nous revoit. La France, comme peut-être n'a pas pris le train assez tôt en marche, comme ça. Je ne veux pas être polémique. On a dit qu'on ne ferait pas de politique, hein, on est bien d'accord, mais c'est clair, hein, c'est clair que c'était... Voilà, c'est ça. Alors, c'est important de souligner. De souligner que justement comment ça marche, parce que cette question elle est très importante parce qu'elle montre bien que lorsque une boîte qui est une start-up, hein, Valneva, veut développer un vaccin, eh bien, il va commencer par un cahier des charges qui va définir finalement son projet, et puis il va soumettre ce projet à des financeurs. Et parmi ces financeurs, il y avait la France, il y avait l'Europe, il y avait le Royaume-Uni. Et il se trouve que le premier pays qui a répondu vraiment positivement en disant « là, il y a une idée qui nous intéresse », c'est le Royaume-Uni. Et ils ont répondu 3 mois avant les autres. Donc, ils ont compté beaucoup pour le financement, parce que ça compte énormément, pour commencer finalement et mettre au point ces recherches rapidement. Et naturellement, le premier financeur a un certain avantage, on peut le comprendre, qui n'est pas injuste. Voilà, donc il faut bien comprendre que le cahier des charges au départ et la soumission aux financeurs va être clé dans le développement. Et effectivement, ceux qui financent en premier, qui croient, qui prennent un risque finalement, et qui croient aux chances de ce vaccin, eh bien, ils prennent aussi des chances quand ça marche pour qu'il soit livré plus tôt que les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et il y a aussi un second exemple qui est Xenotera, c'est-à-dire la production d'anticorps polyclonaux contre effectivement le virus. Je pense que ça a aussi échappé à la France. Alors, Xenotera, on y reviendra, c'est compliqué. C'est autre chose. C'est un traitement. Ce n'est pas un vaccin qui prévient, c'est un traitement. C'est ce que je dis. C'est pour traiter la maladie et c'est la production d'anticorps. Je fais entièrement confiance à Jean-Paul Sulliou et son équipe très nombreuse. On n'est pas encore au bout du schéma et je pense qu'ils ont des chances d'arriver à produire, ce qui est important pour les patients, en premier lieu, un vaccin, un traitement pour les gens. Mais voyez, alors, pour répondre à cette question, c'est aussi le cas d'AstraZeneca. AstraZeneca, aujourd'hui, dans ses essais, je ne l'ai pas dit pour ne pas allonger, eh bien, quand il a commencé ses essais cliniques, il n'avait que des sujets de 18 à 55 ans. Bon. Et puis, c'est qu'à partir du mois d'août-septembre, qu'il s'est dit, il faut quand même que j'ai des sujets de plus. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des choses. Et quand on voit la publication que nous avons présentée avec Marie-Bonne, et il y a très, très peu de sujets qui ont plus de 65 et très, très peu, encore moins, qui ont plus de 70. Et c'est pour ça que l'Europe a mis une limite pour dire, si nous n'avons pas de données, nous ne pouvons pas autoriser le vaccin parce que nous ne savons pas simplement quelle est l'efficacité.
Et vous voyez que des pays comme l'Italie, ben, ils ont pris la publication telle qu'elle est, c'est 55 ans. Ben, l'Italie a dit 55. Et 65 chez nous, parce Et qu'effectivement, voilà. la cohorte de personnes âgées n'était pas suffisante. Voilà. Donc, c'est vraiment pour insister que le cahier des charges qui est fait par l'entreprise au départ, eh bien, s'il n'a pas bien prévu ces populations, eh bien, il ne pourra pas revendiquer un certain nombre de choses pour le vaccin. Oui, et ça se retrouvera après, et on ne pourra pas vacciner des gens qui ne rentraient pas dans les populations qui ont été étudiées. Alors qu'il peut être efficace. Mmh. Alors, autre question qui est posée, c'est sur la durée de l'immunité qui est conférée par les différents vaccins, et notamment donc, les vaccins type ARN. Et faudra-t-il se faire vacciner tous les ans, voire dans une période plus courte que tous les ans? C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que pour l'instant, on a un recul et je peux vous dire que, ayant travaillé sur le plasma Covid, puisque ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'on avait recueilli à l'EFS le plasma de personnes qui avaient été infectées par le Covid pour les donner en tant que traitement. Donc, on mesurait effectivement le taux d'anticorps qui avait disparu chez certains au bout de 6 mois. Ça, c'est clair. Mais on peut penser qu'un anticorps peut devenir, je dirais, infrasérologique, on ne peut pas le détecter, et que peut-être, quand il y a une nouvelle infection, les anticorps vont redémarrer. On l'espère, on n'en est pas sûr. Et deuxièmement, on parlait de l'immunité cellulaire, c'est-à-dire que l'organisme est capable de former ce qu'on appelle des cellules cytotoxiques, donc des cellules qui vont être toxiques contre le virus, et on ne sait pas bien comment va réagir l'immunité cellulaire. Ceci dit, s'il fallait se faire revacciner tous les ans parce qu'il y a des mutations et que la matière première, c'est-à-dire la séquence d'ARN qu'on a prise au départ, va être un petit peu modifiée du fait des mutations, et notamment sur le spike, pourquoi pas avoir un vaccin tous les ans comme pour la grippe? Moi, ça ne me dérangerait pas, en fait. Très bien. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Donc, alors si, pourquoi est-ce que les labos nantais n'ont pas pu produire? Oui, ça, on a déjà répondu. Peut-être une autre question que je vais me permettre de vous poser sur les vaccins ARN en particulier et le risque de mutagénèse. Donc, je voyais dans votre exposé qu'il n'y avait pas de risque de mutagénèse. Voilà, on a entendu parfois sur des plateaux télé des médecins, je pense au docteur Henrion-Claude en particulier, qui nous dit qu'il y a un risque si la personne est atteinte de rétrovirus, VIH ou autre. Alors, non, il faisait allusion à la transcriptase inverse. Non, l'ARN messager est détruit. C'est vraiment très, très important. Ouais. C'est une question, et là, notre source, c'est vraiment la Société de pathologie infectieuse de langue française, qui a vraiment écrit des choses là-dessus, qui sont écrites par des infectiologues, qui sont de l'académie, des hôpitaux universitaires. Et donc, c'est vraiment important. Et donc, ils sont tout à fait clairs. Même quelqu'un qui a une reverse transcriptase parce qu'il est infecté par le VIH, par exemple, eh bien, cette reverse transcriptase ne va pas pouvoir permettre le transfert du RNA messager dans le noyau. Donc ça, ils sont formels là-dessus, et il y a eu énormément d'études sur ce sujet qui est extrêmement important. C'est une inquiétude qu'on peut comprendre, mais là-dessus, la Société de pathologie infectieuse de langue française est formelle. Pour eux, le risque n'existe pas. Voilà, faut être clair, et ça veut dire que c'est très important parce que si on répond clairement à cette question, ça veut dire qu'on lève effectivement un obstacle sur l'inquiétude. Voilà, c'est un nouveau vaccin. Nous aussi, on a été au départ, quand on n'avait pas travaillé tout ça, on se pose des questions. Et donc, il vaut mieux avoir des réponses claires pour être sûr et être sûr que c'est sûr et efficace avant d'y aller pour rassurer finalement. Donc, ta question est très importante. Merci. Autre question que je vois, alors qui est plus large et sur l'immunité ou les défenses naturelles, sur le résus O négatif ou résus positif. Donc le groupe sanguin, voilà, avec résus négatif ou positif. Non, alors je pense que je ne sais pas qui a posé la question, mais il y a pas mal de publications qui montrent que le groupe O
dans le groupe sanguin ABO, je ne parle pas du rhésus, que les personnes du groupe O seraient moins disposées à faire un Covid, c'est ça. Et donc, en fait, il existe, comme vous le savez, des groupes O, A, B et AB. Le groupe O est caractérisé, il s'appelle O parce qu'il n'a pas de substance, il n'a pas d'antigène sur les globules rouges, et par contre, il possède 2 anticorps. Le groupe O a un anti-A et un anti-B. Le groupe A, puisqu'il possède la substance A sur ses globules, ne peut avoir qu'un anti-B. L'organisme n'est pas assez bête pour fabriquer des anticorps contre ses propres globules rouges. Quand on est de groupe A, on a un anti-B. Quand on est de groupe B, on a un anti-A. Et quand on est de groupe AB, on n'a aucun anticorps. Alors, la question posée, c'est ces anticorps que l'on appelle naturels chez les sujets de groupe O arrivent progressivement entre la naissance et même dans la vie intra-utérine en fin de grossesse, et puis 5-6 mois. Et comment sont fabriqués ces anticorps que l'on dit naturels? Eh bien, c'est en réaction à des substances de l'environnement, qu'elles soient d'origine humaine, bactérienne, virale. Et on pourrait penser que chez les sujets de groupe O, qui ont des taux d'anticorps naturels anti-A assez élevés, ça pourrait être protecteur, mais je mets protecteur entre guillemets, contre effectivement l'infection par le Covid-19, parce que peut-être qu'il y a une communauté antigénique entre effectivement le virus et la substance A qui existe sur effectivement certains globules rouges, et les gens de groupe O possèdent des anticorps anti-A. Je ne sais pas si c'est très clair, il faut vraiment bien connaître effectivement la transfusion. Alors, ça fait partie des facteurs protecteurs entre guillemets, mais comme peut l'être la vitamine D, comme pourrait être la vitamine C antivirale, donc il vaut mieux être O, prendre de la vitamine D, prendre de la vitamine C, ne pas avoir de diabète, être hypotendu, enfin, ou au moins normotendu, voilà, et ne pas avoir tous ces facteurs de comorbidité. Donc ça pourrait participer, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de publications là-dessus. Ce n'est pas le rhésus, c'est le groupe sanguin ABO. Ouais. D'accord. Le message, c'est tous ceux qui sont de groupe O ont un facteur de protection contre le virus. Ça, oui, mais enfin, protection, ça ne veut pas dire que les O n'attraperont pas le Covid. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais ça peut participer quand on multiplie tous ces facteurs. Chouette, je suis de groupe O. Non, mais quand on multiplie tous ces facteurs, pourquoi pas? Et c'est vrai que ça a été démontré. Parce que le O a spontanément des anticorps anti-A et anti-B. Alors, par contre, en transfusion, quand vous êtes O, puisque vous n'avez rien, pas d'antigène sur vos cellules, ça s'appelle un donneur universel. Mais quand vous êtes O, vous ne pouvez pas recevoir du sang A. Parce que dans ce cas-là, votre anticorps anti-A va tuer effectivement les cellules et vous faites un choc qui peut être mortel. Voilà. Merci beaucoup. Autre petite question, si vous voulez bien. Un de nos spectateurs nous demandait si, après avoir eu l'infection Covid en octobre 2020, est-ce qu'il est utile de se faire vacciner aujourd'hui? Et c'est une personne qui a 67 ans. Est-ce que c'est utile après l'infection elle-même? C'est très difficile de répondre. Ouais, avec une sérologie peut-être. Ce que disent les données scientifiques qu'on a présentées, c'est que dans les études, les 3 études, ils se sont aperçus après coup qu'il y avait des patients qui ont été vaccinés qui avaient déjà eu le Covid. Ils l'ont su par les tests qu'ils ont faits. Donc ça veut dire que déjà, ils n'ont vu aucun effet délétère d'une deuxième injection. Aucun effet secondaire négatif, finalement, d'une deuxième injection. Ça, c'est un premier point. Après, c'est vraiment une question à poser aux médecins de cette personne, parce qu'il faut qu'on ait la totalité des données cliniques pour savoir justement les facteurs de risque. Voilà. Mais la question revient à celle que tu as posée un peu auparavant, Olivier, avec la durée de l'immunité. Et comme Marie-Vonne l'a dit, nous ne savons pas aujourd'hui. Là, on a présenté quelques données qui montrent que là, on sait qu'à 4 mois, les anticorps sont là.
on a dans l'étude chinoise de cohorte qu'on a présentée, on sait que chez ceux qui avaient des anticorps au départ, pratiquement 100% des gens ont des anticorps dans la période aiguë, eh bien, il n'y en avait que 58% qui en avaient 6 mois plus tard. Mais est-ce qu'il ne redémarrerait pas avec une deuxième dose? C'est ça. Mais comme a dit Marie-Vonne, quel va être le rôle de ces anticorps qu'on ne voit plus? Est-ce qu'ils pourront réapparaître? Quel va être le rôle de l'immunité? Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, je dirais que là, chaque cas est particulier. Il faut vraiment que cette personne en parle à son médecin généraliste pour que, en fonction de son cas particulier et de ses données cliniques, la décision puisse être prise, mais il n'y a pas de contre-indication à une deuxième injection. Voilà, c'est ça. Par contre, il peut y avoir une indication s'il y a des facteurs de risque qui fait qu'il faudrait le faire. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il n'y a pas d'effet délétère à ce qu'il soit vacciné. Après, est-ce qu'il faut le faire? D'accord. Merci. Deux questions qui sont un petit peu liées sur des maladies auto-immunes. Question qui se pose sur une contre-indication à la vaccination pour des personnes qui seraient atteintes de maladies auto-immunes. Et une autre question qui est liée sur la nécessité éventuelle de cesser une immunothérapie la semaine de la vaccination ou à proximité de la vaccination. Est-ce qu'il y a un lien entre immunothérapie, maladie auto-immune et vaccination? Alors ça, c'est deux questions qui ont été vraiment aussi bien traitées par la Société de pathologie infectieuse de langue française. Les deux sont différentes, mais se rejoignent. Eux affirment et disent qu'il n'y a pas de contre-indication à vacciner des patients qui ont une maladie auto-immune. Le meilleur cas de maladie auto-immune, c'est quand même le diabète. Le diabète, c'est l'organisme qui va fabriquer des anticorps contre ses propres cellules auto-immunes, c'est-à-dire l'organisme fabrique des anticorps pour détruire son propre pancréas. On est d'accord? Une anémie hémolytique auto-immune, c'est la même chose. On va former des anticorps pour détruire ses propres globules rouges. Et donc, pour l'instant, les maladies auto-immunes, que ce soit la CEP, le lupus, le diabète, voilà, ne sont pas des contre-indications à la vaccination. Donc ça, c'est vraiment ce que dit la Société de pathologie infectieuse de langue française. Donc, pas de contre-indication. Là encore, après, il faut voir au cas par cas. Chaque patient a ses propres caractéristiques que le médecin est évidemment à même d'apprécier. Mais le schéma général, c'est celui-là. La deuxième question, évidemment, elle est différente. C'est celle de des immunosuppresseurs, immunothérapie. Alors, si on parle de modulateurs de l'immunité avec les immunosuppresseurs, par exemple la chimiothérapie qu'un patient va prendre pour traiter un cancer, par exemple, un myélome, un lymphome, ils sont vaccinés. Ça, c'est une contre-indication. Parce qu'effectivement, si vous avez une réduction d'immunité qui est volontaire, on fait exprès de donner ces traitements pour essayer, pas de diminuer l'immunité, mais de réduire le cancer, bien sûr. Et donc là, évidemment, ça va empêcher la réaction immunitaire de se produire, et donc on ne vaccine pas ces sujets. Elle va être diminuée, mais il y a quand même des gens sous chimio qui sont vaccinés. Alors, après, donc voilà, disons ça c'est le schéma général. Là encore, chaque cas est particulier, mais le schéma général, c'est plutôt celui-là. Il faut les protéger. Bien. Ouais. Merci énormément pour cet exposé et puis pour votre disponibilité sur les différentes questions qui se posent. Et je crois, mais vous allez nous préciser, que vous pourriez être disponible également pour répondre à des questions, peut-être même particulièrement ardues, qui n'auraient pas trouvé de réponse ce soir et qui vous seraient transmises et auxquelles vous pourriez donc répondre par mail. Absolument, merci donc de nous donner cette opportunité. Donc on souhaite, et ça va être un peu notre engagement rotarien de ce soir, assurer le service après-vente de la conférence. C'est-à-dire que vous pouvez nous écrire par email, l'adresse est sur la première diapo que vous aurez demain matin. Et donc on prend les questions, et là pour être bien clair, soit comme ce soir on sait répondre à peu près à tout et on répond, soit on ne sait pas. Et à ce moment-là, on les soumet au centre Claude Bernard, donc le service Claude Bernard, qui est le service de maladies infectieuses du CHU de Rennes, dans lequel on a des contacts, pour qu'ils puissent nous donner la vraie réponse. Et à ce moment-là, ça permettra de donner une réponse établie, assurée à tous les rotariens ou autres qui veulent poser les questions. On répondra très volontiers. Donc oui, on a plaisir à assurer le service après-vente de la conférence.
Écoutez, c'est vraiment adorable. Donc, merci infiniment pour cette soirée, pour cet Merci. exposé. Et Merci. j'en profite Merci à également vous d'avoir pour... écouté. Merci. Merci à tous. C'était vraiment passionnant. Hein. Merci. Et merci Merci. beaucoup à Rachid El Boussarguini, à Pierre Joidet qui ont organisé ce webinaire sur un thème vraiment d'actualité. Merci. Merci, bonne soirée, à très bientôt. Merci. Bye bye. Merci. Au Bye. revoir. À rajouter que le diaporama sera disponible sur le site dès demain. C'est ça, Gilles et Marie-Vonne? Absolument. Ouais. Je l'envoie Mais dis dès donc, ce tu veux soir à qu'on Pierre. rajoute notre adresse mail dessus? Elle est dessus Oui. déjà. Oui. Elle est C'est fait. dessus? Ah oui, c'est fait. Ah bah d'accord. Donc, dès ce soir ou Merci demain beaucoup. matin, au plus tôt, hop, c'est chez Pierre qui transmet, il n'y a pas de problème. Ça sera fait. Avec plaisir. Beaucoup. Merci Super. beaucoup. Merci. Merci Allez, bye beaucoup. bye. Merci Rachid. Bonne soirée. Merci Olivier.